Je vous présente donc M. Bachir Tamsir Niane, qui est professeur de littérature africaine contemporaine à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia en Guinée. Il est spécialisé dans le roman africain d'expression française. Le cours qu'il donne s'intitule justement le roman africain des indépendances. Ce cours porte sur la littérature africaine écrite de 1960 à nos jours. Romancier, il est en même temps écrivain. Il a écrit deux fictions, respectivement Little Jamaica, aux éditions, le manuscrit est édité à Paris en 2011, et L'Enfant de Gondar, chez Edilivre en 2016. Il a aussi publié une étude sur Amadou Kourouma, écrivain ivoirien de langue française, intitulée « Fatalité et histoire dans le soleil des indépendances » d'Amadou Kourouma. Monsieur Bachir Tamsir Niane est le fils du regretté professeur Djibril Tamsir Niane, décédé malheureusement il y a déjà 2 ans, le 7 mars 2021, à Dakar. Il s'occupe, M. Bachir Tamsir Niane, s'occupe avec ses frères et sœurs de l'immense documentation, plus de 60 cartons recueillis par son père sur une période riche de plus de 60 ans de recherche scientifique. Ces archives familiales qui sont présentes en Guinée comme au Sénégal où il réside actuellement, sont déjà commencées à être numérisées pour être consultables par le public universitaire et académique, par nous aussi, bien sûr. Le projet poursuivi est de créer une fondation Djibril Tamsir Niane pour la sauvegarde, la promotion et la valorisation de la civilisation africaine dont M. Niane va nous parler aujourd'hui. Donc, M. Niane est très impliqué dans la vie culturelle ouest africaine et il est très fréquemment invité à des colloques et manifestations scientifiques de haut niveau. C'est comme ça que nous avons eu l'honneur et le plaisir de l'accueillir l'année dernière, au mois de novembre, au colloque international des littératures de langue française au service de l'expression de la diversité, que nous avons organisé le 22-24 novembre 2022 à l'Université d'État ILIA. Il a présenté donc une communication à la session plénière intitulée « La littérature africaine francophone dans le champ littéraire universel, dire l'Afrique en français », où il a proposé de parler de la nouvelle littérature africaine à partir du colloque de Tbilissi, en affirmant que les textes devraient être écrits dans les langues nationales à l'aide de l'alphabet latin uniformisé pour qu'il soit accessible à toutes les populations africaines. Et j'espère qu'il va traiter cette question aussi aujourd'hui lors de sa conférence. Et le titre de la conférence d'aujourd'hui du professeur Bachir Tamsir Niane est le suivant: Invention des écritures et état du narratif en langue africaine pour une écriture décomplexée de l'histoire africaine, le narratif traditionnel versus le narratif moderne. Et je vous passe la parole, Monsieur Niane. Madame l'ambassadrice de France en Géorgie, Monsieur l'ambassadeur de Géorgie en France, Madame la directrice par intérim de la médiathèque, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la Renaissance française en Géorgie, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral de l'Université d'État ILIA, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs les professeurs des universités de la Moldavie et de la Roumanie, Madame la directrice du Collège doctoral francophone régional des universités d'Europe centrale et orientale, Mesdames Ludmila Zbant et Angela Gradinaru, professeurs de l'Université d'État de Moldova, professeur Mzago Dortu-Touchvili, merci de me donner l'agréable honneur de m'adresser ce jour à un auditoire de si grande qualité dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie.
Chaque année, nous célébrons ainsi la langue qui nous unit et par laquelle s'effectue l'essentiel de nos échanges humains, faisant d'elle une ceinture de main fraternelle, établissant un pont entre les cultures, les populations diverses, les religions et l'espace. Je voudrais témoigner ici ma gratitude au professeur émérite Nzabo Dortulu Fili, qui m'a fait l'honneur de me demander de délivrer une conférence en rapport avec l'actualité de notre époque, à savoir les narratifs contemporains et plus particulièrement l'état du narratif en langue africaine. Tout en la remerciant beaucoup de l'opportunité qu'elle m'offre de m'adresser à vous, je vous propose ici une réflexion entamée au sein de l'Académie royale du Maroc. Je fus invité par la chaire des littératures et des arts africains pour y délivrer une conférence intitulée « Plaidoyer pour une écriture décomplexée de l'histoire africaine, le narratif traditionnel contre le narratif moderne ». Je me fixe pour tâche de vous entretenir des deux narratifs qui existent au sein de la personnalité africaine contemporaine. En effet, il existe d'un côté un narratif ancien, originel, que les langues africaines ont véhiculé depuis les temps immémoriaux, qui exprime la vision du monde des Africains. Mais à côté de lui, il existe aussi un narratif moderne que supportent les langues modernes occidentales héritées de l'aventure coloniale. Il convient de souligner dès le départ que ce narratif moderne se compose en fait de deux sous-groupes qui se font la guerre. Il y a un narratif moderne conventionnel et un narratif moderne non conventionnel. Je tâcherai de bien les illustrer pour vous permettre de les connaître, mais je parlerai également de la littérature en langue africaine qui exprime de la meilleure manière le narratif propre à l'Afrique. Excellence, Madame l'ambassadeur de France, le continent africain est riche d'une histoire plusieurs fois millénaire et il est connu de tout le monde qu'il est le berceau de l'humanité. C'est en effet à partir de ce continent que l'homme est devenu Homo sapiens, avant d'émigrer en dehors de l'Afrique pour peupler le monde, entraînant la diversité humaine que nous connaissons. Nous rappelons cela ici pour témoigner du fait que l'expérience humaine a vu le jour en Afrique pour la première fois et qu'il est tout à fait logique que, de la nuit de la préhistoire à nos jours, l'homme y ait développé une manière de raconter son histoire, de la véhiculer et de la transmettre à ses descendants. Cette façon de raconter l'expérience humaine s'appelle le narratif relatif à un peuple. Comment peut-on parler du narratif africain dans le monde postcolonial que nous connaissons? Quel est son visage? En quoi est-il vraiment authentique et en quoi reflète-t-il la vision originelle des Africains sur leur propre histoire? L'écriture de l'histoire africaine. Il y a deux histoires qui se font la guerre dans le champ social africain. Il s'agit de l'histoire cumulative, véhiculée par les populations, vécue par les populations et véhiculée par les aïeds, les griots, les communicateurs traditionnels, et l'histoire écrite officielle, une histoire le plus souvent extravertie et présentée par des instances extra-africaines. Depuis la nuit des temps, l'Afrique a inventé son propre narratif, appuyé sur ses réalités, et ce narratif est véhiculé à travers les contes, les épopées, les mythes fondateurs. La culture africaine est très riche et nous aimerions ici en présenter quelques aspects. Dans une remarquable étude, Liliane Questelot et André-Marie Diagne ont traité de la littérature africaine et antillaise. Nous nous pencherons sur ce travail de qualité pour montrer toute l'étendue de la culture africaine et l'ampleur du narratif authentique africain véhiculé dans nos langues. Tout débute par la littérature traditionnelle, bien sûr, puisqu'elle est la plus ancienne en Afrique. Cette littérature traditionnelle est compartimentée en plusieurs registres comme le chant, le conte, l'épopée, les récits, les devinettes, les aphorismes et les charades. Cette littérature est orale, c'est-à-dire qu'elle se transmet de bouche à oreille et que bien que l'écriture ne soit pas tout à fait ignorée, la culture africaine a privilégié l'oralité. Il faut aussi parler de l'originalité de cette littérature qui a créé un groupe social précis pour l'entretenir et la véhiculer. En Afrique de l'Ouest, on les appelle les griots. Dépositaires de l'histoire cumulative, ils sont chargés par la société de conserver l'histoire pour les nouvelles générations et de veiller à ce que le passé ne meure jamais. Ils conservent l'histoire des rois, des peuples et nations, des villages et des hommes. Ils sont la mémoire.
vous aurez compris que c'est par eux que passe le narratif africain. Depuis la nuit des temps, ce narratif s'est exprimé dans les langues endogènes au continent africain. Durant cette période, le regard occidental ne s'était pas encore posé sur l'Afrique qui vivait selon ses réalités propres. L'Africain s'adressait à lui-même dans la langue du terroir. Le narratif ainsi véhiculé était proprement endogène. Ce n'est qu'avec la pénétration occidentale que le discours colonisateur, eurocentré pour des questions de racisme, va proposer une nouvelle narrativité qui fait la part belle aux étrangers. L'Europe va ainsi dénaturer la réalité africaine et présenter le continent sous le jour qui lui plaît. C'est là la naissance du mythe du nègre indolent, paresseux et inapte à la civilisation. Ce mythe a conditionné les rapports entre l'Occident et l'Afrique et ses conséquences sont toujours visibles dans la mesure où la plus grande autorité d'un pays occidental a jugé bon de déclarer au sein d'un amphithéâtre de l'université de Dakar que le principal tort de l'homme noir était de notre point assez entré dans l'histoire. Le profond mépris de l'Europe pour une Afrique dominée et administrée par des missionnaires et des militaires va entraîner une généralisation coupable dans les esprits incultes. Pour le monde occidental, il devint normal de parler au nom de l'Afrique car cette dernière était vaincue. Elle était dépourvue de parole. C'est ainsi qu'après que les missionnaires eussent pris possession des esprits par l'imposition du christianisme et que les militaires eussent fini de construire leurs forteresses dans les territoires occupés, les africanistes, généralement des administrateurs coloniaux, vinrent pour étudier l'Afrique et parler en son nom. Ils se sont ainsi bombardés spécialistes de l'Afrique avec la prétention de traiter de tous les sujets, car ils pensaient avoir la science infuse. Ces administrateurs ont pour nom Léo Frobenius, Charles Montel, Gilbert Vieillard, Maurice Delafosse. Ils travaillaient pour l'entreprise coloniale et leur expertise était tournée vers la métropole. Ces gens ne pouvaient pas avoir un regard objectif, même si quelqu'un comme Delafosse dit des Africains précoloniaux qu'ils étaient civilisés jusqu'à la moelle des os. À ces africanistes blancs vont s'ajouter les premières élites cultivées d'Afrique noire, comme Amadou Hampâté-Bâ du Mali, le Sénégalais Yero Diaw ou encore le Nigérien Boubou Hama. Leur narratif ne sera pas celui des africanistes blancs. Ils parlaient en effet d'une réalité dont ils étaient partie intégrante. Ils procédaient de cette réalité et maîtrisaient les langues dans lesquelles ces narratifs avaient été véhiculés durant des millénaires. Leur vision du monde contrebalançait donc celle des administrateurs qui, pour des raisons de domination ou par pur racisme, inventaient un narratif dévalorisant les populations africaines sous leur domination. L'Afrique n'est pas un pays. Au titre de la profonde méconnaissance de l'Afrique et de tout ce qui la touche, il y a une généralisation excessive. Pour le regard occidental, l'Afrique tout entière n'est au fond qu'un gigantesque pays où tout est uniforme. Il s'ensuit que pour l'occidental, l'Afrique n'est qu'un pays. Quand on ne réfléchit de près, cette généralisation n'est pas fortuite. En mettant tous les Africains dans le même panier, on les déshumanise et on produit sur eux un narratif qui n'est pas le leur. Dans une étude parue très récemment, en 2022, dans la revue de l'Académie royale du Maroc, Noura El Fassi El Alfaoui, doctorante à l'université Abdelmalek Essadi, illustre bien cette généralisation coupable commise volontairement par le monde occidental. Je la cite. Oui, comme l'a averti l'écrivain polonais Kapusci, la première erreur commise en se référant à l'Afrique est de la singulariser. À de nombreuses reprises, nous entendons dans les programmes télévisés parler de l'Afrique sans faire référence à un pays en particulier. Le concept Afrique est beaucoup utilisé pour simplifier les réalités. Cela se reflète effectivement dans sa population, car les Africains sont souvent présentés dans des foules sans voix propre et sans origine. Dans leur cas, c'est généralement le journaliste, dans la plupart des cas, il est occidental, qui est responsable de leur couverture. Nous verrons plus loin que cette tendance à généraliser tout ce qui touche l'Africain se matérialise souvent de bien d'autres manières. Nous pouvons ainsi parler de la pseudo-absence d'écriture dans les cultures africaines. Un mythe coriace, l'absence d'écriture en Afrique. Le mythe le plus coriace, inventé par l'érudition occidentale, concerne l'absence d'écriture en Afrique. Pour tout le monde, l'Afrique est la terre de l'oralité et dans ce sens, l'écriture y est marginale. Ce n'est pourtant pas la réalité.
Du Sénégal à Djibouti, d'Alger au Cap, notre continent est traversé par d'innombrables systèmes d'écriture que l'érudition occidentale a méprisés et tout fait pour combattre. Nous allons parler de certains de ces systèmes d'écriture, mais il faut tout d'abord aller aux origines. La plus vieille écriture du monde est africaine. Il s'agit de l'écriture hiéroglyphique des anciens Égyptiens. On parle souvent de l'écriture sumérienne, dont on dit qu'elle aurait dévancé l'égyptienne de 200 ans. Ce n'est là qu'une convention pour donner au monde sumérien, donc sémite, l'antériorité sur le monde noir. Les textes humains les plus anciens sont écrits par les scribes égyptiens et cela constitue la mémoire de l'humanité. Les écrits les plus anciens sur la religion, sur le jugement dernier, sur le paradis et l'enfer, sur Dieu et sur la vie et l'âme, sont la production des moines et scribes des temples antiques de la vieille Égypte. À partir du bassin du Nil, cette invention va irradier et gagner le monde leucoderne où elle sera acclimatée et réinvestie avec leur propre génie. Le phénicien sort ainsi de l'écriture hiéroglyphique, de même que ce qui est appelé alphabet grec, n'est que l'acclimatation en élade d'un système venu du monde sémite. Vous aurez compris la gravité de ce que j'avance ici. Le monde occidental, leucoderne, n'a pas inventé l'écriture. L'alphabet arabe, lui aussi, n'est au fond que la continuation du démotique égyptien. C'est une cursive évoluée. Durant des millénaires, l'Égypte a ainsi consigné son histoire sur des rouleaux de papyrus. C'est là la première bibliothèque de l'humanité. Quel autre nom pourrait-on donner à cela si ce n'est le narratif négro-africain authentique? Toutes les sciences, les arts, la musique, l'astronomie, la biologie et même la littérature n'auraient pas vu le jour si les populations nubiennes n'avaient pas inventé l'écriture et donné le jour à leur narratif, qui, étant le premier, devient ainsi le narratif humain originel. On ne le sait pas, ou plutôt certains le sachant le cachent, mais l'Europe n'a pas inventé le roman. Le roman le plus ancien est né en Afrique à la 12e dynastie, sous le règne du pharaon Aménophis Ier, avec un texte appelé le Conte de Sinoué, dont l'auteur est anonyme. Il s'agit d'une œuvre de fiction qui pourrait bien être autobiographique car elle retrace la vie d'un haut cadre de l'Empire qui a vécu sous le pharaon Sésostris Ier, successeur et fils d'Aménophis Ier. Cette vérité, connue par les bons égyptologues, a été sciemment cachée pour enlever à l'Afrique noire le bénéfice moral d'avoir inventé l'écriture. Et c'est ainsi que s'écrit un narratif donné en effaçant toute trace du narratif qui l'a précédé. On voit tous les enjeux qui sous-tendent l'existence d'un narratif pour un peuple. Ceci dit, nous pouvons à présent présenter certains systèmes d'écriture africains. Je ne serai pas long là-dessus, je vous donnerai juste quelques noms parce que ça ne sert à rien. Il y a l'écriture Nko, c'est pour essentiellement la Guinée, la Sierra Leone et les pays voisins. Et généralement, c'est dans la langue malinké. Il y a le Malombe qui est concentré en République démocratique du Congo. Il y a l'Adlam pour les populations poulares, ça c'est la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Niger, le Burkina et beaucoup d'autres pays. Donc rapidement, je passe là-dessus et j'en arrive au narratif africain traditionnel. Il est d'une richesse phénoménale. Il structure la personnalité de l'Africain et fait que même malgré la distance géographique et les siècles, les Africains américains ressentent encore la profonde unité de destin avec leurs frères du continent. Le narratif africain est le regard que l'Africain pose sur le monde et la réponse qu'elle apporte aux difficultés qui l'assaillent en tant que peuple. Ce narratif a été véhiculé durant des millénaires dans les langues des cultures africaines. Il y a ainsi un narratif Wolof, Peul, Hausa, Bambara. Tous ces narratifs renvoient aux peuples qui les ont créés, mais ils se retrouvent tous dans une matrice commune qui est la culture africaine. Comment se manifeste ce narratif ? Il se présente sous la forme de contes, de mythes et d'épopées. Essayons de les présenter rapidement. Les contes africains. Les contes sont très importants dans la société africaine. Ils servent de leçons et d'illustrations pour la jeunesse. Ils ont bien sûr une fonction ludique, mais c'est en s'amusant que le néophyte apprend à connaître sa société et ses fondements. Toutes les sociétés africaines regorgent de contes pour expliquer telle chose ou telle autre. Dans leur remarquable travail plus haut mentionné, Liliane Kestolo et André-Marie Gagne ont admirablement montré la profonde richesse des contes africains.
Les deux autrices ont réussi à montrer l'universalité des contes dans le monde noir, autant sur le continent que dans la diaspora aux Antilles, où ces contes rappellent de façon saisissante la matrice originelle de l'Afrique. Avec le contact occidental, ces contes ont été recueillis et traduits dans les langues européennes par des auteurs comme Birago Diop, Bernard Dadier et d'autres. Cet effort visait à faire connaître les contes en dehors de leur zone linguistique. L'effort est à présent tourné vers la transcription dans les langues africaines de ces mêmes contes pour faire correspondre le conte avec la langue. Les épopées. L'Afrique est assurément la terre des épopées. Elles correspondent au grand mouvement de population que le continent a connu et signalent à la conscience collective de grands héros qui se sont surpassés et qui ont fait des actes extraordinaires. Toutes les cultures africaines possèdent des épopées fabuleuses. Rangeons-les de façon géographique et ethnique. Les cultures de l'ère mandingue, il s'agit généralement de l'Afrique de l'Ouest, là où se trouvaient les empires du Ghana, du Mali et l'empire Songhai. Les plus connus sont celles de Sundiata ou Sundiata Fassa en malinké, l'épopée de l'empire du Gabou entre la Casamance et la Guinée-Bissau, celle de l'empereur Samori Touré. Les épopées Wolof et Sérère des territoires de la Sénégambie sont également très connues et étudiées. Les épopées relatives au monde Peul, essentiellement le Sénégal, le Mali, la Guinée, bien que la recherche gagnerait à être élargie au Niger, au Cameroun, au Nigeria et beaucoup d'autres pays où vit une importante population Peul. Ce sont les épopées fondatrices de Samba Geladio, l'épopée sainte de El Hadj Omar Tall ou encore celle de Sela Makan. Nous pouvons également citer les épopées forestières avec le Mvet au Gabon, le Cameroun et le Gabon, la RDC avec les épopées Lianja. À côté de ces épopées qui expriment la vision du monde des populations africaines, il y a aussi les grands mythes fondateurs de l'Afrique. Chaque peuple est pourvu de son mythe de fondation qui est son narratif propre, sa carte de visite devant le concert des autres cultures. La profonde unité du monde noir réside dans le fait quand les étudiants, on se rend compte que tous ces mythes sont liés par un étroit réseau de correspondance et qu'on y retrouve une ancienne ascendance pharaonique. Les mythes africains. Le mythe de Gon de la création du monde. Ce mythe a été étudié par Marcel Griol. Il s'agit d'une cosmogenèse ancienne et ses conclusions en sont renversantes pour la cosmologie moderne, tant les Dogons possédaient un savoir scientifique de qualité. Le mythe de Ndjeddo Dewal, des Peuls, il a été recueilli et traduit par Amadou Ampateba. Il raconte comment le peuple Peul a été chassé du paradis originel, le pays de Heni et Yoyo, pour atterrir sur Terre. Le mythe soninké de Ouagadou Bida, le fameux serpent totémique du Ghana, à qui l'on sacrifiait chaque année la plus belle fille de l'Empire. Ce mythe est une allégorie qui illustre la difficulté pour une communauté comme pour un individu de prendre tout seul une décision et d'en assumer les conséquences. Le mythe baoulé de la reine Abla Pokou. Ce mythe fédère la Côte d'Ivoire. Mère des Baoulés, la reine Pokou est la matriarche de la Côte d'Ivoire. L'un des livres les plus pertinents de la littérature africaine l'un des livres les plus pertinents de la littérature africaine pour traiter de la question de l'épopée est sans doute Sundiata ou l'épopée mandingue du professeur Djibril Tamsir-Niane. Ce texte a été publié en 1960 à Paris chez Présence africaine. Il a rencontré un succès phénoménal et il figure sur la liste des 100 plus importants ouvrages du siècle dernier, classement fait par la Foire internationale du livre du Zimbabwe en 2001. Le professeur Ali Mazrui conduisait cette action qui s'appuyait sur l'acronyme anglais du réseau des éditeurs africains. Enseigné dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne, il constitue un trésor commun à tous les pays africains actuels ayant fait partie de l'Empire du Mali, dont il raconte la vie du fondateur. Sundiata ou l'épopée mandingue, la revanche de la parole traditionnelle. Le professeur Djibril Tamsir-Niane est né le 9 janvier 1932 à Conakry, alors en Guinée française, d'un père sénégalais originaire de Dakar et d'une mère originaire de Ségou dans l'actuel Mali. Il grandira dans le pays malinké, dans la mesure où il sera très tôt élevé par sa sœur aînée, Fatou, dont l'époux Mamadi Cissé sera l'un des premiers instituteurs qui créera un grand nombre d'écoles dans l'arrière-pays guinéen. Le jeune Djibril les suivra d'affectation en affectation.
C'est ainsi que précocement, il va avoir une grande connaissance du pays malinké et de son histoire. Il fera ses humanités secondaires à Conakry et ses études supérieures à Dakar et en France à Bordeaux, où il obtiendra son DES en rédigeant un mémoire sur la mise en place des populations mandingues de Haute-Guinée. Il commencera à enseigner l'histoire au lycée de Périgueux et il était déjà habité par le désir de redonner ses lettres de noblesse à la tradition orale. Il décida ainsi de faire une thèse sur l'histoire du Mali et demanda à son directeur de recherche l'autorisation d'aller enquêter en Afrique sur le Mali et Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire. Son directeur lui fit comprendre que les documents écrits n'existant pas sur cette période éloignée, au XIIIe siècle, il était impossible de rédiger une histoire plausible. Le jeune historien tint bon et finit par convaincre son directeur. Les vacances vécues, le professeur Niane s'embarqua donc pour l'Afrique. Il fit le tour de tous les points importants pour la connaissance de l'Empire africain médiéval. Du Sénégal au Mali, en passant par la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger, il enregistra tous les grands griots de l'époque dans les vieux villages de l'Empire, là où était encore recueilli et enseigné la geste de Sundiata. Il compila toutes les versions recueillies et rentra sur la France où, en quelques semaines, comme habité par une flamme intérieure, il rédigea son manuscrit qu'il remit à Alioune Diop, fondateur de Présence africaine. Le livre fut immédiatement publié et connut un succès phénoménal. Le professeur Niane était devenu un immortel, un classique vivant. Mais de quoi est-il question dans ce livre? Soundiata relate l'histoire de la fondation, ou plutôt de l'élargissement de l'Empire du Mali, sous la direction de celui qui en devint le plus grand empereur, Soundiata Keïta. L'histoire relatée date du XIIIe siècle. De cette date à nos jours, l'histoire de l'Empire s'est transmise de bouche à oreille grâce aux griots. Le narratif de l'Empire du Mali s'est ainsi transmis de génération en génération, bien sûr dans la langue originelle, c'est-à-dire en malinké. Le professeur Niane a recueilli l'histoire officielle de la bouche des griots de la famille Kouyaté, qui depuis 1235 est chargée de véhiculer le narratif mandingue. Il s'agit de la version des vainqueurs qui établit la gloire et la force de la dynastie des Keïta et de Soundiata. Il est évident que de l'autre côté, les griots de la famille Kanté, l'opposant de Soundiata, ont une autre vision de la réalité. Cela nous apporte la preuve que tout narratif exprime la vision d'une communauté. Le narratif n'est jamais neutre. Si vous le permettez, je vais me faire la lecture d'un extrait de notre anthologie que nous avions faite au cours de laquelle nous avons parlé de Soundiata. Donc, je vais vous lire un extrait de la partie consacrée à Soundiata du professeur Niane. L'extrait choisi relate la fameuse bataille de Kirina qui eut lieu en 1235 et qui vit la victoire éclatante de Soundiata sur les armées Soso et le démantèlement de leur empire. La veille de la bataille, les deux protagonistes se livrent un combat mystique, rituel, où chacun annonce sa propre victoire. Je lis donc le texte. Soundiata vint établir son camp à Dayala, dans la vallée du Djoliba. C'était lui maintenant qui barrait la route au sud à Soumaoro Kanté. Soundiata et Soumaoro, jusque-là, s'étaient battus sans déclaration de guerre. On ne fait pas la guerre sans dire pourquoi on l'a fait. Ceux qui se battent doivent au préalable faire une déclaration de grief. De même que le sorcier ne doit pas attaquer quelqu'un sans lui reprocher une mauvaise action, de même un roi ne doit pas se battre sans dire pourquoi il prend les armes. Soundiata s'avança jusqu'à Krina, près du village de Dayala, sur le Djoliba, et décida d'affirmer ses droits avant d'engager le combat. Soumaoro savait que Soundiata était aussi un sorcier. Au lieu d'envoyer une ambassade, il confia ses paroles à l'un de ses hiboux. L'oiseau des nuits vint se poser sur le toit de la tente de Diata et parla. Le fils de Sogolon, à son tour, envoya son hibou à Soumaoro. Voici le dialogue des rois sorciers. Arrête, jeune homme, je suis désormais roi du Mandin. Si tu veux la paix, retourne d'où tu viens, dit Soumaoro. Je reviens, Soumaoro, pour reprendre mon royaume. Si tu veux la paix, tu dédommageras mes alliés et tu retourneras à Soso où tu es roi. Je suis roi du Mandé par la force des armes. Mes droits sont établis par la conquête.
alors je vais t'enlever le Mandé par la force des armes. Je vais te chasser de mon royaume. Apprends donc que je suis l'igname sauvage des rochers. Rien ne me fera sortir du Mandé. Sache que j'ai dans mon camp 7 maîtres forgerons qui feront éclater les rochers. Alors, igname, je te mangerai. Je suis le champignon vénéneux qui fait vomir l'intrépide. Moi, je suis un coq affamé. Le poison ne me fait rien. Sois sage, petit garçon. Tu te brûleras les pieds, car je suis la cendre ardente. Moi, je suis la pluie qui éteint la cendre. Je suis le torrent impétueux qui t'emportera. Je suis le fromager puissant qui regarde de bien haut la cime des autres arbres. Moi, je suis la liane étouffante qui monte jusqu'à la cime du géant des forêts. Trêve de discussion, tu n'auras pas le Mandé. Sache qu'il n'y a pas de place pour 2 rois sur une même peau. Sous Maoro, tu me laisseras la place. Eh bien, puisque tu veux la guerre, je vais te faire la guerre. Sache cependant que j'ai tué 9 rois, dont les têtes ornent ma chambre. Ma foi, tant pis, ta tête prendra place auprès de celle des téméraires, tes semblables. Prépare-toi, Soumaoro, car le mal qui va s'abattre sur toi et les tiens ne finira pas de suite. C'était donc un extrait avant la grande bataille. Quel est maintenant le bref résumé de l'épopée? L'épopée relate la vie légendaire et pleine de merveilleux du plus grand empereur. Il est le fils de la seconde épouse du roi, et ce dernier avait déjà une première épouse, Sassouma Bérété, qui lui avait donné un héritier. Le roi était l'un des rois du Mandé et il régnait sur une principauté entourée d'autres plus ou moins grands. La légende raconte qu'un buffle mystérieux écumait la région, endeuillant les familles. Tout fut fait pour venir à bout de l'irascible animal. Beaucoup d'intrépides chasseurs perdirent la vie en le combattant. Cela se passait dans le royaume de Do. 2 frères décidèrent de combattre la bête. À force de l'approcher et de lui faire des sacrifices, ils réussirent à entrer en contact avec le double animal de la princesse de Do, qui, voulant se venger de son frère, se transformait en buffle pour terroriser la population. Le double animal apprit alors aux chasseurs comment ils pouvaient le tuer à la condition de tenir une promesse. Les 2 frères devraient, quand on leur demanderait comment les remercier, choisir la jeune femme nubile la plus laide de la localité comme épouse. C'était là leur récompense. Cette femme, ils devaient ensuite aller la donner en mariage au roi du Mandé, ce qui fut fait. C'est de cette façon que Sogolon Kedju, Sogolon la laide et bossue, devint l'épouse de Naré Magan. Elle conçut Sundiata que le roi aima beaucoup. Mais ce dernier vint au monde avec une infirmité des muscles inférieurs qui l'empêcha de marcher jusqu'à l'âge de 7 ans. Sa mère subit tout le mépris de la cour et de sa rivale, première épouse royale. Entre-temps, le roi avait rendu l'âme. Un jour que les humiliations avaient été trop fortes, révolté, Sundiata demanda une barre de fer et se mit sur ses pieds. Il marcha ce jour et alla déraciner un baobab qu'il vint replanter devant la demeure de sa mère. Le lion venait de se réveiller. Cela ne pouvait point plaire à la reine-mère Sassouma Bérété, qui, jouant de son influence, chassa Sundiata et sa famille hors du royaume. Ces derniers vont alors partir en exil, ils iront de capitale en capitale et Sundiata deviendra un homme aguerri, un brave parmi les braves. Entre-temps, le royaume du Mali avait été annexé par Soumaoro Kanté, le roi des forgerons, et le frère aîné de Sundiata, qui avait été désigné roi à la mort de Naré Magan, lui avait fait allégeance. Mais le roi sorcier, Soumaoro, sévissait sur la population et faisait couler le sang quotidiennement. Tout le monde craignait Soumaoro qui faisait ce qu'il voulait. Quand il détourna la femme de son propre neveu, Fakoli Doumbouya, ce dernier se révolta contre lui et alla offrir ses services à Sundiata en lui demandant de se mettre à la tête d'une armée pour aller libérer la terre de ses aïeux. C'est le retour au Mandé. Plusieurs batailles illustrent le retour du fils du lion et du buffle, mais la bataille la plus importante fut la bataille de Kirina en 1235. Ce fut une victoire éclatante pour les armées mandingues et Soumaoro prit la fuite. Sundiata avait récupéré son royaume. Et sous l'invitation présente des 12 rois du Mandé, il fut proclamé Mansa, c'est-à-dire roi des rois ou empereur. Tous les 12 rois du Mansa lui furent allégeance et il les reconduisit dans leurs fiefs et privilèges. Un an plus tard, en 1236, il convoqua ses rois au lieu-dit Kouroukan Fouga où il partagea le monde. Durant ces assises, il édicta ce que l'on appelle de nos jours la charte de Kouroukan Fouga,
ou charte du Mandé, un texte juridique composé de 44 articles qui est la première déclaration des droits humains de l'histoire moderne, plus de 700 ans avant la Révolution française. Cette charte du Mandé est très étudiée de nos jours, autant en Europe que dans les universités américaines. Voici rapidement la version épique de la geste de Sundiata. Une analyse succincte montre que cette épopée s'appuie sur tous les éléments que l'on est en droit d'y attendre. Un héros qui apparaît de façon mystérieuse et qui est même annoncé avant son arrivée. Il vient avec un mal, une difficulté qu'il doit transcender pour atteindre la victoire. L'exil paraît le meilleur moyen pour permettre au héros de s'endurcir et de devenir celui que veut la société. Le combat final contre l'ennemi est la victoire et la récompense à tous les alliés est la création d'un ordre nouveau, plus juste. Il ne faut surtout pas oublier le merveilleux qui est le propre de l'épopée. Sundiata déracine un arbre, il plie une barre de fer, il tue Soumaoro avec un ergot de coq. Mais cette épopée a été recueillie en malinké et traduite en français par un universitaire formé à l'université française, et ce, dans un contexte politique et historique spécial qu'il serait judicieux que nous étudions dans les lignes qui suivent. L'écriture de Sundiata, traduction ou trahison du modèle antique. Le livre a été publié en 1960, date des indépendances. Pour beaucoup, il s'agit de donner du courage aux nouvelles élites africaines en leur montrant un exemple purement africain de souverain qui brise les chaînes de la domination. En ce sens, Sundiata serait la personnification de l'Africain qui brise la colonisation française. Il faut dire que c'est surtout le regard occidental sur le personnage de Sundiata et le contexte historique dans lequel son histoire fut narrée qui voit les choses sous cet angle. Pour les Africains, il s'agit tout simplement d'un grand et méritant ancêtre dont les hauts faits doivent être célébrés et portés à la connaissance des nouvelles générations pour faire servir d'exemple. Mais la critique porte aussi sur le passage du malinké, langue d'origine, au français, langue des anciens colonisateurs. En recourant à la traduction, le professeur Niane n'a-t-il pas dénaturé le texte ancestral et introduit des éléments de subjectivité qui n'y figuraient pas? La traduction permet-elle de livrer toute la richesse des images véhiculées par la langue d'origine? Il est évident que la poésie et la beauté du texte oral, qui depuis 700 ans est l'apanage des griots de l'ère soudano-sahélienne, aura du mal à se fondre dans la matrice du français. Mais tout le monde est unanime pour reconnaître à ce texte traduit une incomparable beauté et une richesse de la langue indéniable. L'esprit africain du texte et la dimension orale de l'histoire ont pu être sauvés grâce à une traduction des plus fidèles. On peut donc en conclure que traduire, ce n'est pas toujours trahir comme pourraient le penser nos amis italiens. On peut valablement traduire sans trahir le fond réel du message. Le problème réside dans la langue de traduction. Durant 700 ans, le texte oral était la propriété jalousement gardée des populations mandingues et des autres populations voisines qui en avaient une version dans leur langue. On peut affirmer que ce narratif était dans son environnement normal. Mais quand on l'a traduit en français, bien qu'on lui ait offert une exposition mondiale en raison de la grande diffusion de cette langue, on l'a aussi restreint non seulement à ceux qui ont été alphabétisés en français. Le plus grand des paradoxes est donc que ceux-là même qui, durant 700 ans, ont eu le mérite de véhiculer ce trésor de l'humanité, ont été écartés du plaisir de le goûter dans la langue de traduction. Voilà le problème central du passage de la langue du terroir aux langues occidentales. Sous le prétexte louable au demeurant de s'ouvrir à l'extérieur, on exclut la plus grande partie de notre population de nos recherches, de nos travaux et publications. La traduction dans les langues occidentales permet certes de toucher au-delà du monde africain, mais elle exclut du champ de compréhension un très grand nombre de personnes. Ce livre est un classique étudié dans toutes les écoles secondaires de l'Afrique de l'Ouest. En Amérique, il sert d'introduction aux African Studies. Grâce à lui, il est en effet possible d'avoir une idée de la culture mandingue du Moyen-Âge. Il s'inscrit dans une ligne de texte fondateur qui constitue la bibliothèque idéale pour pénétrer les arcanes de la civilisation africaine. Nous pouvons ainsi, à présent, aborder une autre grande œuvre historique africaine manifestant de manière remarquable le narratif africain authentique. Chaka, une épopée bantoue. Le second ouvrage que nous allons étudier dans ce registre est celui de l'écrivain lesothan Thomas Mofolo. Ce roman a pour titre Chaka, une épopée bantoue. Il a été publié en 1925 et est à ce titre l'une des premières publications africaines. Mais contrairement à Sundiata qui fut publié en français,
L'ouvrage de Mofolo fut publié dans sa langue, le Sesotho. Ce fait est capital pour la littérature africaine. Il exprime le narratif endogène dans la langue du terroir, mais il s'y attache d'autres considérations. Mofolo était un citoyen de ce qui est de nos jours le Lesotho. À l'époque de Chaka, ce territoire était incorporé dans l'Empire Zoulou. Ce qui est donc sûr, c'est que les populations lesothanes ont dû souffrir de l'hégémonie zoulou. Bien que ce soit un pur Africain qui parle d'une réalité africaine dans sa langue originelle, il ne faut pas oublier que c'est le narratif des populations Basuto, opprimées, qui est ici convoqué. Mofolo va donc faire apparaître un Chaka vindicatif, sanguinaire et débordant d'orgueil. Mais il ne pourra pas s'empêcher de peindre un homme exceptionnel qui redonna sa fierté non seulement aux Zoulous, mais aussi à l'homme noir qui allait bientôt croiser le fer avec Umlungu, l'homme blanc. Thomas Mofolo est né en 1877 et il est mort en 1948. Il est né et il a grandi au Basutoland. Il sera éduqué par les missionnaires blancs et il sera doué pour inventer des histoires. Ainsi, en 1907, il fera apparaître un premier texte, d'abord paru en feuilleton. En 1910, il en fera apparaître un second. Et ce n'est qu'un peu plus tard qu'il va visiter le pays Zoulou, notamment la tombe de Chaka, qui lui donnera l'occasion d'écrire la vie de ce grand personnage. C'est là un récit historique qui va contrebalancer ses écrits antérieurs. Autant les deux premiers textes célébraient les valeurs du christianisme et à ce titre étaient appréciés des missionnaires, autant le texte sur Chaka magnifie la geste héroïque des Africains et redonne ses lettres de noblesse à la civilisation endogène. C'est peut-être pour ces raisons que ce roman ne fut publié qu'en 1925. Si on fait un résumé rapide du texte, on peut dire que la vie de Chaka est une pièce tragique. Il est le fils de Senzangakona, un petit chef de seconde importance placé sous sa suzeraineté de notre chef qui s'appelle Dingiswayo. Sa mère, Nandi, était une concubine du roi et elle lui donna un enfant en dehors de la tradition. Sous la pression de ses autres épouses qui lui avaient aussi donné des héritiers mâles, le roi fut contraint d'exiler et sa compagne et son fils. C'est donc en exil et dans de grandes souffrances que Chaka grandira seul avec sa mère. Très tôt, il se montrera d'un courage à toute épreuve. Il va tuer un lion, il va tuer une jeune femme, il va sauver une jeune femme des griffes indiennes et la destinée semble se pencher sur lui. Lors de ses ablutions à la rivière, il reçoit la visite du Seigneur des eaux profondes qui lui prédit un avenir exceptionnel. Il rencontrera Issanoussi, son maître féticheur, qui sera son directeur de conscience. Celui-ci va le préparer mystiquement, nouant avec lui un pacte à charge pour Chaka de tremper toujours sa lance dans du sang frais. Devenu un guerrier redoutable, Chaka devient le général en chef des armées de Dingiswayo, le suzerain de son père. C'est alors que ce dernier va décéder et qu'il sera remplacé au trône par le demi-frère de Chaka. Avec une armée que lui a donnée Dingiswayo, Chaka marche sur la capitale de son père et va prendre possession de son trône. Son suzerain est tué par un autre roi, Zuidé, que Chaka défait. Il va incorporer dans son nouveau royaume tous les peuples alentours et va les baptiser Amazulu, c'est-à-dire les enfants du ciel. Il est devenu le père de la nation et de l'empire Zoulou. Le reste de l'histoire relate la construction de l'empire et pourrait-on dire la zouloufication de toute cette partie de l'actuelle Afrique du Sud. Chaka ne connaît bientôt plus de limites et ses rêves de grandeur finissent par déranger le peuple et ses proches. Certains de ses plus fidèles le quittent, son frère Dingane complote contre lui et il finira assassiné. Analyse et lecture comparée des deux épopées. Une lecture comparative nous montre que les deux épopées ont des points communs. Chacune d'elles expose la vie d'un héros qui a réellement existé. Le thème de l'enfant rejeté les lie aussi. Autant Chaka, Sundiata fut violenté et méprisé, autant Chaka dut faire face à l'animosité de ses demi-frères. L'exil est aussi un thème récurrent dans les existences des deux héros. Il semble bien que cet exil soit le lieu de formation des grands hommes. Il paraît comme obligatoire pour endurcir le caractère du futur héros. Le rapport à la mère aussi est très important. Sogolon Kedju, la mère de Sundiata, sera adulée par ce dernier. Nandi, la concubine de Senzangakona, la mère de Chaka, sera tout aussi adulée par ce dernier qui exigera des funérailles grandioses et un deuil national d'1 an suite à sa mort. Aucun rapport intime entre époux ne sera permis durant le deuil qui durera 1 an
et toute procréation humaine était strictement interdite, comme il était interdit de boire du lait, de se réjouir ou même de cultiver la terre pour se nourrir. Nous pouvons ainsi faire ressortir le fait que tous les deux héros sont des bâtisseurs. Ils n'ont pas créé leur société, mais ils sont les fondateurs des empires que l'on a connus après eux. Sundiata a agrandi le Manding. Il est le père de l'empire du Mali. Chaka, quant à lui, a créé le peuple Amazulu et a considérablement agrandi le petit territoire de son père. Il a étendu l'influence zoulou en Afrique du Sud, comme la geste de Sundiata a donné aux populations malinquées la grande influence linguistique, culturelle et politique qui est la leur dans l'Afrique de l'Ouest actuelle. Terminons par l'architecture institutionnelle. Ce furent des visionnaires. Sundiata se rendit célèbre grâce à la charte de Kurukanfuga. Il organisa la société et agit en véritable législateur. Chaka ne fut pas moins. Il révolutionna les techniques de guerre africaines et fut souvent comparé à Napoléon. Il fut le premier Africain moderne à créer une armée de métiers permanente et au service de l'Empire. Le service militaire était obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Les deux épopées se complètent donc admirablement. Sundiata est le penchant ouest-africain du monarque de l'Afrique occidentale. En conclusion, à ce point, nous pouvons donc retenir que le narratif africain traditionnel est manifesté par les mythes, le fa ou la géomancie dans le golfe du Bénin, l'épopée, l'initiation traditionnelle, le mvet. Le narratif traditionnel s'oppose au narratif moderne. Après avoir présenté le narratif traditionnel, jetons un regard sur le moderne. Il y a en fait deux narratifs africains modernes qui se combattent. Le narratif moderne conventionnel, promu par les grandes organisations continentales et qui a pignon sur rue, et le narratif moderne non conventionnel qui est défendu et promu par des volontés individuelles ou des mouvements d'intérêt collectif tels que des associations, des partis politiques, des groupes de pression. Ceci dit, quel peut donc être le visage du narratif africain moderne conventionnel? Nous appelons narratif africain moderne conventionnel l'ensemble des discours et postures relatifs à l'Afrique contemporaine qui sont généralement véhiculés par de grandes instances comme les organisations du système des Nations Unies ou les organismes africains continentaux. La principale caractéristique de ces narratifs est qu'ils sont exprimés dans les langues occidentales, les langues officielles de travail dans les institutions internationales. Il s'agit bien de narratifs sur l'Afrique dans la mesure où ils traitent de la réalité présente du continent et anticipent même sur son avenir. Au Sénégal, nous connaissons ainsi le plan Sénégal émergent. L'Union africaine a son agenda 2063, date à laquelle tous les Africains sont censés vivre dans un bonheur total. Ces narratifs s'opposent aux narratifs traditionnels sur plusieurs plans. Le premier est bien sûr celui de la langue dans laquelle ils sont véhiculés. Conçus et exprimés dans des langues non africaines, ils reflètent des réalités extra-africaines. La vision qui s'en dégage, qui se dégage de ces plans de réduction de la pauvreté, de ces campagnes de lutte contre l'excision et les mutilations génitales féminines, la non-scolarisation des jeunes filles dans les régions fortement islamisées, exprime tout l'embarras du monde développé devant l'extrême jeunesse du continent africain et la nécessité absolue de contrôler son avenir et surtout sa création. Tous ces plans de développement ont été conçus en Europe et en Amérique dans des bureaux de consultants en tenant compte des besoins des grandes puissances. Là où l'Afrique devait fournir un effort pour repeupler sa population, la Banque mondiale, le FMI et d'autres institutions préconisent l'espacement des naissances. Et l'aide multilatérale est assujettie au respect de cette clause. Le drame est que pour recevoir cette aide, la plupart de nos États africains acceptent de passer sous les fourches codines de ces institutions. Notre thèse est que le narratif qui est présenté sous cet angle n'est pas endogène à l'Afrique. Il entérine en fait une injustice coloniale. Il part en effet du point de vue erroné que l'Afrique est pauvre et qu'elle a besoin de l'aide de l'Occident pour atteindre le développement. La vision occidentale du monde a été imposée à l'Afrique et les élites politiques semblent bien se complaire de cette situation. Cela est prouvé par tous les plans de développement conçus et implémentés en Afrique. L'objectif poursuivi est celui de l'émergence. Le développement total semble trop lointain, on se contente juste d'espérer atteindre bientôt l'émergence. Il semble ainsi qu'il y a un manque d'ambition dans les politiques nationales africaines. Cela, nous pensons, est dû au fait que la révision des mentalités n'a pas été faite suite à l'obtention des indépendances. Ce que nous disons des manuels scolaires est valable ici pour les esprits des Africains. Les exemples des tigres asiatiques qui étaient au même pied d'égalité que les pays africains en 1960 sont là pour nous le prouver. Quelle est la force de Singapour
ou la Corée du Sud. L'enracinement dans leur réalité, leur langue et leur culture. Ils ont su acclimater la science et continuer à véhiculer leur propre narratif en exportant des produits reconfigurés par leur génie. Le drame de l'Afrique, c'est que nous sommes des consommateurs qui ne produisent pas beaucoup. L'intelligentsia africaine est friande de concepts nouveaux et bien souvent douteux, inventés par l'Occident. Ce qui vient du monde développé jouit de plus de respect que ce qui est endogène. Quand on y réfléchit bien, cela est symptomatique des séquelles laissées par la colonisation. Nous pensions bien sûr à l'anecdote rapportée par Cheikh Anta Diop sur l'esclave récemment libéré qui, parvenu sur le seuil de la maison du maître, hésite à en sortir car il a depuis trop longtemps acquis des réflexes de subordination. Notre intelligentsia ressemble malheureusement trop à ce pauvre esclave. On peut parler du sous-développement de l'Afrique. Il est évident que l'Afrique actuelle est moins développée que l'Europe ou l'Amérique. Cela, je pense, personne n'en doute, mais nous pensons que ce sont les politiques qui sont mises en place qui retardent le continent sur sa voie vers l'émergence tant rêvée. Il y a aussi le maintien du paradigme occidental dans l'éducation. Il ne semble pas qu'il y ait eu une profonde refonte des enseignements sur le plan continental. Les langues qui ont servi l'entreprise coloniale occupent 60 ans après l'indépendance une place que les langues originelles du continent n'ont pas encore. Or, tout le monde sait que nul peuple ne peut se développer véritablement dans la langue ou dans l'expérience humaine de notre peuple. Il faut que l'enseignement favorise la proximité de l'apprenant avec sa culture. Tel n'est pas le cas pour les populations rurales africaines dont les enfants apprennent le français, par exemple. Il ne s'agit pas d'apprendre une langue seulement, mais aussi une culture et un mode de vie. Fatalement, le jeune Africain va opérer une comparaison entre sa culture et l'occidentale. Très souvent, la culture extérieure lui paraîtra meilleure que la sienne, alors que dans le fond, il ne connaît même pas cette dernière puisqu'il n'est plus scolarisé dans sa langue. Les jeunes Africains seraient moins perdus s'ils apprenaient une langue africaine de grande diffusion comme le Yoruba ou le Swahili que le français. Le Swahili est parlé dans toute l'Afrique de l'Est avec une population de 100 millions de locuteurs. Une littérature existe dans cette langue. Elle est écrite et son enseignement pourrait atteindre de façon considérable le chantier de l'alphabétisme en Afrique. La langue arabe aussi ne doit pas être oubliée. Elle est très présente en Afrique depuis 1076 avec la victoire des Almoravides. Il faut, pour que ces langues soient utilisées et adoptées dans le système éducatif, des décisions politiques majeures de la part de nos dirigeants. Mais le plus difficile sera de combattre les égoïsmes nationaux et de concevoir l'Afrique comme une seule entité. Le continent devra se fédérer autour de 4 grandes langues de communication acceptées par les peuples et les décideurs politiques. Ce n'est qu'à ce prix que les manuels scolaires et universitaires pourraient valablement être revus dans les langues africaines retenues et qu'il sera possible d'y insuffler un narratif authentique. Si l'on en vient maintenant au narratif africain moderne non conventionnel, on pourrait dire qu'il s'agit d'une volonté longuement exprimée de redonner à l'Afrique sa place dans le monde. Cette volonté est portée par des individualités, des personnes qui se sacrifient pour la cause. Ils acceptent de ramer à contre-courant, sachant que leur temps n'est pas encore advenu. Un certain nombre de théories a ainsi pu être avancées, se basant sur un narratif volontaire assumé avec fierté. Nous pouvons ainsi parler de l'afropolitanisme, défendu par l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, mais la théorie la plus connue est sans doute le panafricanisme, vieux rêve du nom de tous les Africains du continent comme de la diaspora. Cette théorie plonge ses racines dans le terreau fertile, quoique douloureux, de l'esclavage dans les plantations américaines et prétend fédérer tous les Africains. Le panafricanisme illustre un narratif puissant qui donne à voir une Afrique volontaire qui se donne les moyens de sa réussite. Nous disons que ce n'est pas un narratif conventionnel dans la mesure où le vrai panafricanisme n'est pas porté par les grandes organisations, par les grands organismes continentaux africains, mais plutôt par des individus. La volonté de réunir tous les Africains a en effet vu le jour dans la diaspora pour la première fois, avec des grands intellectuels comme Antenor Firmin, Benito Sylvain et Henry Sylvester Williams. Ce trio sera le premier à parler de panafricanisme. Plus tard, il y aura Marcus Garvey avec son mouvement Back to Africa, qui aura un retentissement phénoménal dans la conscience noire. Sur le continent africain lui-même, il faudra compter avec le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui écrira le conscientisme noir et qui est le père de l'African Personality. Il fera de son pays, le Ghana, la terre de l'utopie panafricaine jusqu'à son renversement et son exil guinéen. Il n'est pas anodin de noter que durant son exil,
par solidarité avec lui et le peuple ghanéen frère, le chef de l'exécutif guinéen d'alors le nommera co-président de la Guinée. Terminons ce tour des grandes théories actuelles sur le narratif africain avec le regard de nos frères outre-Atlantique. Cela ne doit surprendre personne. Plus que jamais, les Africains et les Africains-Américains sont unis par l'histoire et la biologie. Le narratif qui est le leur se superpose parfaitement au narratif endogène à l'Afrique. Il en est la représentation en terre américaine et la preuve de la remarquable force d'adaptation du monde noir aux pires épreuves de l'histoire. Ce narratif a longtemps été nié, voire interdit dans l'espace de communication dirigé par une Amérique blanche, protestante et anglo-saxonne. La parole a été refusée aux nègres durant des siècles jusqu'à ce que l'attention soit portée sur les slave narratives. La vie de Frédéric Douglass en est le premier exemple. En lisant la vie des esclaves racontée par eux-mêmes, l'Amérique blanche découvrait l'horreur de l'esclavage et l'étendue de sa responsabilité. Nous affirmons ici que ces textes pionniers sont à la base du réveil de la conscience noire dans les Amériques. Le narratif africain-américain veut s'appuyer sur l'héritage africain qu'il revendique pour sien. Les thèses de l'école historique de Dakar sont entièrement acceptées et assumées par les intellectuels américains. Le professeur Molefi Kete Asante de Temple University à Philadelphia aux États-Unis et Ama Mazama sont ainsi respectivement les pères et promoteurs du courant appelé afrocentricité. Leur but est de replacer l'Afrique au centre du paradigme du développement. Pour eux, aucun développement n'est envisageable si tout ne part pas de l'Afrique. Comme l'Europe avec la Grèce, les Africains doivent s'appuyer sur les humanités négro-égyptiennes pour promouvoir le décollage de l'Afrique. L'afrocentricité est une philosophie qui demande au Kémite, c'est-à-dire le fils de Kémet, ancien nom de l'Égypte pharaonique, de placer l'Afrique au début et à la fin de toute action visant son développement. Il est évident que cette philosophie aussi est non conventionnelle pour l'instant. Les pesanteurs religieuses, culturelles, politiques sont encore trop nombreuses pour que les États africains actuels adoptent résolument les thèses audacieuses avancées par les promoteurs de cette idéologie. Mais la recherche ne s'arrête pas et j'ai récemment eu le bonheur d'assister à Dakar, au centre culturel, au Centre ouest africain de recherche, à une conférence donnée par le docteur Alison Rose Jefferson autour de son dernier livre intitulé Living the California Dream, publié par l'Université de Nebraska. Le sous-titre de ce livre est African American Leisure Sites During the Jim Crow Era. Le sujet est vraiment étonnant. Comment peut-on effectuer une recherche académique sur les lieux de récréation et de repos des Noirs aux États-Unis à la pire époque des ségrégations? Le docteur Jefferson a pourtant réussi l'exploit de fournir un travail très documenté sur les efforts déployés par la communauté noire des USA pour s'approprier certains lieux le long de la côte Est en y organisant des plages privées et des lieux de repos destinés à la communauté. Il n'est pas commun d'entendre de pareilles voix. L'originalité de ce travail est donc de prouver que ces Africains-Américains qui ont refusé la discrimination se battaient aussi et surtout pour que leur propre narratif ne soit pas broyé et étouffé par le narratif mainstream de l'Amérique blanche. En publiant cette remarquable étude, le docteur Jefferson fait entrer la petite histoire dans la grande. Mais elle fait encore plus. Elle jette un pont solide entre les Africains-Américains et la terre-mère qui, à travers elle, reconnaît et embrasse ses enfants prodigues de retour à la maison ancestrale. Pour un narratif africain authentique et ouvert sur le monde, narrer l'histoire de l'Afrique n'est pas une tâche aisée. Ce continent a connu une histoire tumultueuse faite de haut et de bas. Mère des civilisations humaines, il a donné naissance à toutes les cultures que nous connaissons actuellement. C'est sur son sol que furent inventés les concepts les plus abstraits et mystérieux de la géométrie, des mathématiques ou de la physique. C'est en Afrique que fut inventé le plus ancien calendrier du monde en suivant le lever héliaque de Sotis sur une période de 1460 ans. C'est en Afrique que la notion de Dieu et du monothéisme fut élaborée pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Toutes les découvertes de nos jours découlent des premiers matins du monde en Afrique. La rencontre entre une Europe conquérante, fille de l'industrie, avec une Afrique exsangue, affaiblie, explique comment l'on est passé d'un narratif endogène en phase avec les réalités africaines à un narratif extraverti, imposé par une puissance extérieure et justifiant l'arrogance de cette puissance.
La postcolonialité de notre monde explique aussi comment notre intelligentsia est dépassée par la réalité du moment. Les intellectuels africains continuent à véhiculer un narratif dans lequel les populations africaines ne peuvent pas se reconnaître. La raison en est simple. Les sources de ce narratif sont étrangères à l'Afrique. Il semble bien que les intellectuels africains se contentent juste des concepts et réflexions avancés par un Occident hégémonique. Les exemples sont nombreux pour étayer cette idée. Prenons le cas des manuels scolaires. Dans presque tous les pays africains, ce sont les grandes maisons d'édition européennes qui gagnent les marchés des manuels scolaires au détriment des maisons locales. La Côte d'Ivoire est une exception notable. Or, tout pays qui n'assure pas sa souveraineté sur le mode de transmission de son histoire et de sa culture ne fait que s'affaiblir. 60 ans après les indépendances, les manuels scolaires africains doivent être décolonisés. Le narratif qui y est véhiculé ne favorisant pas l'indépendance mentale vis-à-vis de l'Occident. Parlant de l'institution universitaire, le savant camerounais Mbombo Basson ira jusqu'à affirmer que, je le cite, les universités africaines sont des lieux de répétition de la pensée d'autrui. Selon son analyse, après avoir conquis tous les diplômes universitaires, un Africain est toujours ignorant de sa culture dans la mesure où il n'a appris que des réalités liées à l'expérience humaine occidentale. Cela veut dire que le narratif authentique à l'Afrique est absent des manuels de formation. Et cela nous amène à ce que disait Cheikh Anta Diop en préconisant la naissance d'un corps de sciences africain. Il s'agit de la constitution des humanités africaines qui véhicule notre vision du monde. Tant que cette vision n'est pas restaurée dans l'enseignement, les élites africaines formées seront étrangères au génie de leur peuple et donc condamnées à user d'un narratif qui, au fond, leur est étranger. Pour arriver à créer un narratif authentique en Afrique, il convient d'opérer un changement de paradigme et de schéma mental. Comme nous y invite la théorie de l'afrocentricité, il faut que nous replacions l'Afrique au centre de nos préoccupations. Notre vision du monde doit être orientée vers le décollage de l'Afrique et toutes nos énergies doivent concourir à ce but. C'est dans cette ordre d'idée que nous pensons juste de proposer humblement à la conscience africaine et mondiale ces quelques recommandations. La création de départements ou de chaires de paléographie et d'épigraphie africaine ancienne dans les facultés de lettres et sciences humaines des universités africaines pour étudier l'ensemble des systèmes d'écriture encore inconnus sur le continent africain. Procéder à une refonte en profondeur des enseignements secondaires et universitaires à l'échelle continentale, avec pour seule référence l'histoire générale de l'Afrique rédigée par l'UNESCO. Ouvrir au sein de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie royale du Maroc des cours de littérature et des civilisations africaines en invitant les professeurs et experts de ces littératures à venir y donner des séminaires. Madame l'ambassadrice de France en Géorgie, Monsieur l'ambassadeur de Géorgie en France, professeur Tortuishvili, il est temps de conclure. La francophonie nous unit et nous relie au travers de tous les échanges humains, technologiques, sociaux et académiques que nous avons. Par le biais de la langue française, nous tâcherons de donner corps à notre commune humanité dans ce monde devenu paradoxalement si inhumain. Si la langue française veut continuer à être ressentie comme une langue africaine et non comme une langue en Afrique, elle doit reconnaître et accepter la présence à ses côtés de ses sœurs du terroir pour permettre à ces dernières de continuer à faire ce qu'elles font depuis le premier matin du monde, narrer l'aventure humaine dans les langues issues du terroir. Nul n'a le droit d'effacer le narratif propre à un peuple. Au moment où je m'apprête à refermer cette modeste communication, j'ai une pensée pieuse pour les populations martyrisées d'Ukraine, sur qui tombe une pluie injuste de bombes au nom d'un impérialisme russe que rien ne peut justifier. Je pense aussi aux atrocités entre les Tigrés et l'Éthiopie, qui regrettent certainement la période faste de son empire 3 fois millénaire. Il y a beaucoup de régions du monde où un discours impérial se donne la mission d'effacer un narratif ancien, quelquefois millénaire, pour imposer l'étroitesse de ses vues et l'arbitraire de sa force. À tous les peuples qui sont ainsi en lutte pour l'affirmation et la sauvegarde de leur narratif propre, j'apporte mon concours et ma sympathie.
L'humanité tout entière doit accepter d'écouter tous les narratifs des peuples, car chaque narratif renvoie à une expérience unique que rien ne peut venir remplacer. À chaque fois qu'un narratif est effacé, un crime a été commis contre toute l'humaine condition. Donnons-nous la main et cessons le narratocide, si vous me permettez ce néologisme, car nous ne faisons rien moins qu'insulter notre humanité en voulant faire taire certaines voix du monde quand on décrète qu'elles sont périphériques, donc moins prestigieuses et importantes que d'autres dont on a dit qu'elles étaient centrales. L'université d'État Ilia peut être fière d'avoir abrité cette journée consacrée à la francophonie. Cette université jouit depuis plusieurs années d'une solide réputation d'université francophone et son ouverture sur le monde non francophone souligne aussi son désir sincère de prendre toute sa place dans le banquet de l'universel. Je félicite ici Madame la rectrice, le professeur Tourishvili, doté d'une énergie sans faille, le corps professoral de qualité et surtout les étudiantes et les étudiants si polis et studieux qui font déjà et feront encore plus demain la gloire de la Géorgie. À la délégation de la Renaissance française en Géorgie, dont j'ai l'insigne privilège d'être membre d'honneur, je voudrais témoigner toute ma fierté pour le travail accompli, surtout dans le cadre de la récente anthologie de littérature de langue française coéditée avec l'Université d'État Ilia. Ce fut une aventure éditoriale, académique et humaine exceptionnelle. Il est bon qu'une structure de cette nature existe en Géorgie, où nous voyons bien tout le travail important qu'elle abat. Le mot de la fin ne sera pas la fin des mots. Continuons à parler. Parlons au lieu de faire la guerre. Parlons de nos expériences humaines. Que chacun se sente libre de dire le monde dans son narratif, sans craindre le narratif impérial qui ne vit qu'en gommant les autres. Si l'humanité est une et indivisible, les narratifs humains sont multiples et protéiformes. Et cela est une excellente chose. Je vous remercie de votre attention.